Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous rencontrons Étienne Friedli, CEO et cofondateur de Tayo. Précurseurs, Étienne et son cofondateur Claude Frey ont compris les enjeux de la digitalisation dans l'immobilier. Aujourd'hui, Tayo, c'est une entreprise pionnière dans la digitalisation de l'immobilier avec plus de 300 000 objets locatifs sous gestion et 4 levées de fonds. Vous êtes prêts ? C'est parti. 2023, c'est quoi les objectifs, je dirais stratégiques ou technologiques de Tayo ? Alors, stratégique, c'est solidifier notre croissance. Ça, il y a peu de startups qui diraient pas ça, je pense. Et donc, nous, on est aussi dans ce cas-là. On doit voler de nos propres ailes. Technologique, on a beaucoup d'idées. Et puis, en ce moment, on réfléchit à un thème qu'on est d'accord de partager, parce qu'il y en a d'autres sur lesquels on est vraiment en train de se dire tiens là il faut qu'on nourrisse quand même l'idée avant de pouvoir se risquer à la mettre aux yeux du grand public, mais un thème qui semble important pour nos clients actuels et pour une partie de nos utilisateurs actuels, c'est de renforcer les possibilités qui existent entre une entreprise de service, plombier, électricien, chauffagiste, serrurier, carreleur, etc., et son client, et qui se trouve être donc notre client à nous, Tayo, le bailleur, qui soit représenté par une gérance ou pas. Donc, on a ces entreprises de service qui viennent vers nous avec plus de besoins que ce qu'on couvre aujourd'hui, qui sont pas clients chez nous, en tout cas pas aujourd'hui, c'est-à-dire Tayo est gratuit pour eux. Ils nous disent il faudrait que Tayo fasse ça et fasse ça et fasse ça. Puis là on leur dit c'est génial, mais c'est pas vous qui le payez, donc on peut pas automatiquement le faire. Est-ce que vous voulez financer ? Et moi je le dis souvent sur le ton de du coup vous allez pas vouloir la fonctionnalité. Et plus souvent qu'on ne le croit, on reçoit la réponse oui nous ça si Tayo peut faire ça, alors nous on va l'utiliser productivement. On devrait pouvoir le payer. Donc ça a inspiré des réflexions chez nous. Je sais pas si ça se concrétise en 2023, ça on ne sait pas, mais ça inspire une réflexion stratégique sur le fait qu'on a l'impression qu'il y a cette demande, qu'il y a ces attentes, qu'on est au centre d'une plateforme sur laquelle il y a des angles qu'on n'a pas encore approchés et que maintenant il faut aller se dire connectons-nous toujours mieux à nos utilisateurs pour connaître leurs attentes et voir ce qu'on peut faire pour simplifier leur vie et voir du coup où ça nous mène en termes de nos objectifs stratégiques qui, comme je le disais, sont d'avoir créé un standard pour la Suisse. Oui, ok. Bon, c'est déjà des beaux challenges. 2023, je pense, ça va être une année bien chargée pour vous. Et j'ai entendu dans le podcast justement de Jenny Lem, que je recommande d'ailleurs, que tu parles de justement, et tu en as parlé avant, de cultiver ta chance. Ça signifie quoi, plus précisément, cultiver sa chance ? Alors déjà, faut être un petit peu chanceux. Alors là, c'est cool. Moi, mes collègues, je pense que c'est des collègues qui sont plutôt qui ont la banane, et qui sont plutôt souriants, ils sont plutôt enthousiastes par rapport à la vie, plutôt que défaitistes. Il y a pas beaucoup de gens qui sont défaitistes, mais il faut savoir s'entourer, on va dire, de gens qui sont positifs. Positive mindset. Ça, c'est une grande leçon de Gilles, qui est toujours en train de me dire on va s'entourer de gens qui sont positifs. Et là, tout à fait raison. Et presque, il suffit d'être positif, c'est-à-dire si j'aborde un problème en souriant plutôt qu'en pleurant ou en étant en colère, et ça va probablement mieux se passer. Si je l'aborde en souriant en termes où je suis trop léger ou vraiment je suis trop naïf, là ça peut faire mal aussi. Donc il faut pas être naïf non plus. Faut pas être condescendant par rapport à la personne qui a un problème, puis on sourit, puis on dit oui, il y a pas de problème. Mais il y a une recette que nous on pense appliquer, qui est un mot qui est important dans créer sa chance, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme est très communicatif et on a de la chance, nous, dans l'immobilier, parce qu'il y a peu d'enthousiasme. Quand on va voir un bailleur ou une gérance et qu'on rentre dans les bureaux, il y a peu d'enthousiasme. Et jusqu'à maintenant, on a de la chance. Nos Customer Success Managers apportent de l'enthousiasme. Ça, c'est génial. Et donc ça fait
qui sont une denrée rare, quoi. Et qui eux, ils aiment bien avoir ce sourire, recevoir un sourire. Je sais pas, on donne des petits chocolats à nos clients avec le sourire. Et puis du coup, ça se travaille. Il faut servir son client correctement, avec considération, servir l'utilisateur, créer sa chance. Et puis, moi, quand je le dis aussi, moi, en tant qu'entrepreneur ou avec les personnes avec lesquelles on a fait Taillot en termes d'investissement, en termes de stratégie, ça veut dire qu'on a travaillé. C'est-à-dire que si je montre un dossier qui est pas prêt pour que l'investisseur puisse investir, j'ai pas mis la chance de mon côté. Oui. Si en revanche, il y a une certaine maturité, moi, je suis prêt, j'ai fait mon travail. Et moi, je crois un peu dans cette notion de karma, c'est-à-dire, je mérite à un moment, vu le travail que j'ai fait, que la chose avance. Ouais. Et si on transmet cette culture dans l'entier de l'entreprise, je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. Ça devient un facteur à succès. Voilà, on va avoir des gens qui se disent, ok, moi, je vais créer au mérite plutôt que créer par une situation d'ordre établi ou une situation d'égo ou voilà, d'autres entreprises qui fonctionnent différemment. Et donc, on essaye, nous, de populariser cette idée de mérite, de créer sa chance et d'être conscient d'avoir confiance en soi par rapport à ce qu'on est en train de faire. Ok. Et ça, du coup, ça fait complètement partie de ta méthode de management plus globalement. C'est ce que tu essayes d'inculquer à tous tes collaborateurs. Oui. Alors, moi, je sais pas si j'essaye d'inculquer parce que ça fait un peu prophète ou religion. Mais et je sais pas vraiment quelle est ma méthode de management parce que aussi ça change et il y a une chose que je suis en train d'apprendre récemment, c'est que ce qui fonctionne avec une personne ou avec même tout un groupe de personnes pourrait tout à fait pas du tout fonctionner avec d'autres personnes ou un autre groupe de personnes. Donc ça, il faut faire attention, faut être agile. Il faut du coup trouver le style qui convient à la situation plutôt que la recette qu'on peut activer, qu'on pourrait écrire dans un livre. C'est plutôt plusieurs livres, plusieurs méthodes, plusieurs casquettes. Au cas par cas. Voilà. Qu'il faut pouvoir solliciter sans être obtus, que ça soit dans des situations difficiles ou dans des situations qui sont plus faciles. Mais moi, j'adore cette question de style de management. Je pense que le fait de se questionner sur c'est déjà une victoire, selon moi. Voilà, ça marque le fait d'être ouvert auprès de mes collègues chez Taillot sur la manière dont on le fait. Leur permet, eux, de participer. Et quand tu participes, là, t'es beaucoup plus engagé. Et quand tu vois que t'as participé, que t'as créé de l'impact, là, ça va nous tirer vers le haut. Alors ça, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Pour le coup, systématiquement, des fois, ça crée des problèmes. Je veux dire, ça crée des enjeux. C'est pas trivial d'être tout le temps ouvert, tout le temps... Ça peut créer des frustrations, finalement, si... Au final, la décision va pas dans le sens d'une personne qui a pas la même façon de penser. Oui, puis des fois on a l'impression d'avancer moins vite. Alors est-ce qu'on avance réellement moins vite? Ça reste une question, mais ça c'est un sujet qui est bon. Je pense que c'est même la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui aiment entreprendre, c'est de se dire je vais faire un peu différemment de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, y compris dans le fait que je vais pas faire ce qu'on entend très souvent dans les startups ou dans les entreprises de petite taille, c'est je vais pas faire le grand groupe dans lequel il y a beaucoup de reporting, etc., le mantra de tous les petits entrepreneurs. Et donc nous on en fait partie comme tout le monde. On est en train de ne pas faire comme le grand groupe qui fait X, qui fait Y, mais il y a une beauté de la réflexion et de l'acte d'entreprendre et de qu'est-ce que ça inspire de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. C'est ça qui est cool. Moi, je suis complètement convaincu que cette méthode de management, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Et puis, on le voit aussi à travers Taillot, même sans l'image que vous dégagez en termes de communication, à travers les profils. On parlait de Claude qui est hyper sympathique, qui est facilement accessible. Toi, pareil, Gilles, Hélène, ça, c'est pour ceux que je connais, mais c'est vrai que vous avez toujours la banane. Vous êtes toujours de bonne humeur, vous êtes toujours disponible, vous êtes toujours prêt je t'ai envoyé un mail. Tu m'as dit oui tout de suite et en une semaine ça s'est fait. Alors que des fois pour d'autres ils te disent oui mais il faut leur courir derrière, c'est plus compliqué. Donc pour moi ça c'est aussi une marque forte
et que Taillot représente à travers les personnes, parce qu'aujourd'hui je pense aussi que les personnes font une marque, dans ce qu'on appelle le personal branding, si on va vraiment aller dans des termes marketing. Et la question que moi je voulais te poser par rapport à ça, c'est quel est finalement le rôle, je dirais, du marketing ou de la communication, mais plutôt du marketing au sein de Taillot aujourd'hui? Ouais, ça c'est un bon sujet. Et de nouveau, il n'y a pas de recette magique. Si on avait une, toutes les startups auraient du succès. Et par exemple, on fait partie de ceux qui sont sur 2 marchés, ou N marchés, la Suisse romande et puis la Suisse allemande. Et les recettes qu'on applique en Suisse allemande sont nécessairement pas du tout les mêmes que celles qu'on applique en Suisse romande. Ah, ça, vous le voyez? Ah, ça, on le voit tous les jours, même depuis le tout premier contrat qu'on a signé en Suisse allemande et tous ceux qu'on signe plus récemment. Donc voilà, ça, je pense que ça, on n'apprend rien à personne, mais le conseil que je donnerais à l'entrepreneur qui veut se lancer sur plusieurs marchés ou plusieurs cibles marketing, c'est de comprendre qu'il n'y aura pas de recette unique pour des cibles qui sont différentes ou des habitudes qui sont différentes. Aujourd'hui, notre marketing, il est fait à l'interne pour ce qu'on fait, on va dire, sur les réseaux sociaux. Quand on fait du shooting vidéo, là, on va prendre des gens qui peuvent faire des vidéos. Et puis après, on a une partie je pense la partie dominante de notre marketing, c'est effectivement ce que tu disais, c'est l'image qu'on donne. Et moi, si je prends mon cas personnel, après, ça serait intéressant d'entendre aussi mes collègues de Taillot qui sont responsables de ça. Mais si je prends mon cas personnel, je crois beaucoup et j'ai essayé d'inspirer cette culture de faire un peu moins de marketing que le produit est puissant. C'est-à-dire d'être sûr que quand on commence à faire beaucoup de marketing, on peut suivre derrière dans la puissance du produit. Et qu'on a investi beaucoup plus, c'est notre cas, dans la puissance du produit et les capacités de distribution de ce produit, ce qui peut inclure du marketing, que dans le marketing pur et dur, si je penserais juste image. Alors, j'ai un peu cette idée de, marketing ops. Si je prends un geek qui fait du marketing, mais qui se connecte au produit, puis qui est en train de parler de la puissance de son produit, plutôt que de vendre juste une image éphémère ou quelque chose de moins de moins centré sur la valeur, sur le fait que regardez ce qu'on a créé comme valeur, puis que là on crée de l'enthousiasme par rapport à ça. Ça, c'est un peu ma vision, mais encore une fois, c'est pas moi aujourd'hui qui fait les décisions sur notre marketing. J'influence un petit peu là où je peux, ou là où on me demande mon avis, et puis je trouve effectivement qu'on fait des choses géniales dans lesquelles certaines fois je donne même pas du tout mon avis, et puis que je vois sortir quelque chose et je me dis tiens, ouais, ça c'était cool. Donc le marketing occupe une place importante. Il est venu, je dirais, dans la 2e et 3e année de Taillot, en marketing à une grande échelle, parce qu'avant on était en train de créer le produit et les capacités de scaler pour être sûr qu'après on fait pas pchit en ayant fait une bonne pub, qu'on a créé de l'enthousiasme, tout le monde le veut, et puis là quand on regarde vraiment ce qu'il y a dedans, il y a des problèmes. Donc nous on fait attention à ça. Ok. De nouveau, moi j'aime beaucoup ce que vous faites, et notamment je pense que Gilles sent très bien le marché et il l'adresse très bien. Et quand tu me parles justement de je sais pas si c'est un clivage entre la Suisse romande et la Suisse allemande, je serais vraiment intéressé par comprendre où sont les freins que vous n'avez pas eu en Suisse romande. C'est-à-dire que c'est en termes d'approche humaine, ou est-ce que c'est en termes de marketing ou de communication? Je pense que là, c'est plutôt par rapport à l'approche humaine, où ici, vous avez quand même une force de réseau, et puis vous avez des profils où peut-être qu'il n'y a pas aussi la barrière de la langue, qui fait que il peut avoir un côté un peu plus impersonnel, informel, même je dirais cool, et puis que quand le produit il est bon, du coup ça fonctionne, alors que peut-être que là-bas c'est plus compliqué parce que voilà, on est dans un marché suisse-allemand, et puis que le marché est peut-être un petit peu différent du côté de l'humain, vu que vous n'êtes pas sur place. Alors ça, je pense que ça aurait été le cas effectivement si on n'était pas sur place. Nous on a fait la décision d'absolument être sur place par quelqu'un, ou ils sont 2 maintenant, qui sont basés à Zurich, qui parlent le Zurichdeutsch et qui parlent pas allemand, ou qui parlent pas, qui sont vraiment implémentés dans le réseau. Et notre dernier investisseur, qui est Abacus Research AG, on l'a choisi parce qu'il était très connu, très ouvreur de portes sur ce marché en Suisse allemande. Et ça marche bien pour nous. Donc
Je pense que là, t'as complètement raison. Si ça n'avait pas été... C'est l'effet de réseau. On serait allé dans le mur si on n'avait pas fait attention à ça. Après... D'où la levée de fonds, du coup. C'est juste. Ok, ouais. Mais là, c'est que des fondations. Puis sur les fondations, il faut construire quelque chose. On a mis des bonnes conditions, et maintenant, il faut construire. Et là, quand je dis que ça fonctionne différemment, ce que je veux dire par là, c'est qu'on construit pas depuis Lausanne, dans une tour de verre, quelque chose qui va se construire à Zurich. Non, on le construit à Zurich, avec des partenaires zurichois. Et l'humour roman ne fonctionne pas en Suisse allemande, ça c'est bien connu. Et réciproquement, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Mais du coup, on doit faire attention à ces changements-là. Nous, on avait une perception de comment ça allait se passer, qui est pas complètement juste. Et puis on s'adapte sur la réalité du marché qu'on trouve. On pensait naïvement qu'un Zurichois, il était très rationnel, très ce côté un peu moins poétique que le roman. C'est pas nécessairement notre avis maintenant qu'on est réellement sur le marché. Mais c'est un avis qui devrait être donné justement en zurichois. Mais alors, du coup, il faudrait faire un podcast avec des Zurichois à Zurich. Quoi. Il va falloir qu'on aille chercher des collaborateurs là-bas. Mais ouais, donc du coup, stratégie marketing, c'est de s'implémenter finalement sur place. Oui. Parce qu'ils sont beaucoup plus le marché. Oui. Et puis, il y a un vrai impact couplé à l'effet de réseau. Et alors ça, il me reste plus qu'une petite question. J'ai dit qu'il en restait 3 avant, mais du coup, on a un petit peu dévié. C'est hyper intéressant et du coup, je t'en remercie, Étienne. Quelque chose d'un peu plus léger, mais c'est vrai que quand je suis venu chez vous, j'avais rendez-vous avec l'un de vos investisseurs. J'ai eu l'impression d'être dans une chambre d'ado. Alors c'était plutôt chez votre investisseur que chez vous, mais vous êtes plus ou moins au même endroit. Et est-ce que ça, c'est pas la marque, parce que moi j'ai adoré du coup, pour être très honnête, est-ce que ça, c'est pas la marque des créatifs et de l'innovation finalement, ou d'un mindset de ce que peut rechercher aujourd'hui une certaine génération dans son envie de bosser finalement? Oui, je pense le mot contrainte et le mot innovation vont rarement ensemble. Il faut s'affranchir des contraintes qui sont pertinentes. Après, on peut pas enlever toutes les contraintes au sens, je veux dire, si on n'avait pas d'airbag dans les voitures, il y a peut-être plus de morts sur la route. Clairement. Donc ça, il faut faire certaines fois attention. Mais nous, c'est vrai qu'on est plutôt en mode un peu sans contrainte à se fixer des missions sur le fait que on veut délivrer telle chose. Puis après, la manière dont un collaborateur y parvient, par exemple, là, ça le regarde plutôt lui, quoi, qu'il le fasse la nuit ou le jour, tant qu'il est en bonne santé, c'est lui qui choisit, quoi. Si je prends le cas des horaires de travail. Donc ouais, c'est du chaos que naît l'innovation. On le disait tout à l'heure en off, c'est pas avec les fabricants de bougies qu'on a inventé l'électricité. Et puis, il y a fort à parier que l'électricité, c'est pas inventé de manière auto-programmée, que c'était facile et qu'il n'y a pas eu d'accident. J'ai probablement plein d'accidents. Et donc, nous, on fait des erreurs et c'est une capacité à apprendre de tes erreurs que effectivement je retrouve chez notre investisseur Roman d'énergie qui se remet beaucoup en question alors que c'est une énorme boîte au sens juste Suisse romand mais c'est une grosse boîte romande et du coup de se secouer un petit peu, ce qui est pas forcément ce qu'on voit dans toutes les entreprises, mais il est nécessaire de se secouer un petit peu, voire beaucoup, si on veut rester là demain à long terme, quoi. Oui. Donc moi je fais partie de ceux qui aiment le changement, qui sont là pour le changement. Et tu fais pas le changement en bousculant pas les contraintes actuelles. Les standards de travail. Voilà. Donc, tu vas chercher les gens qui sont confortables avec cette gestion du changement. Et donc, ça se traduit par une certaine excitation permanente au sens, on va faire comme on faisait pas avant, quoi. Y compris nous-mêmes. Finalement, peu importe le cadre, ce qui compte, c'est la personne, finalement. Ouais. Top. Je te rejoins complètement aussi par rapport à ça. Et comment tu fais pour rester à jour? Finalement, parce que tu as un daily business qui est sûrement très chargé. Oui.
plus sûrement une vie de famille, etc. Plus le nez qui coule, comme aujourd'hui pour les deux. Et du coup, tu fais comment pour rester à jour par rapport à l'innovation typiquement et par rapport à ce que vous voulez faire? Disons que là, tu fais déjà le pari que j'ai la capacité de rester à jour, ce que je ne sais pas, quoi. Mais ça, c'est déjà un jugement, une opinion. Mais je pense moi, je pense qu'un jour, je vais vieillir, quoi, hein, comme tout le monde. Et je pense que je vieillis en permanence. Et j'ai la chance d'avoir un associé qui est beaucoup plus vieux que moi. Ouais. Et qui est certaines fois plus à jour que moi. Ouais. Si je réfléchis à une agilité de l'esprit et à qui est le plus jeune parmi nous. Ouais. On est tous de moyenne assez jeunes. Ça se voit même dans son profil. Il est génial, quoi. Hein. Exactement. Puis on est tous jeunes. Et puis, il y a un petit vieux au sens de la carte d'identité. Ouais. Mais c'est lui le plus jeune. Ouais. Et donc, en apprenant d'une personne comme ça, on peut se remettre en question et se dire, alors, comment est-ce que je reste à jour? Eh ben, je regarde des gens qui ont 62 ans dans son cas et qui sont toujours à jour. Alors qu'à côté, il y a pas mal de gens qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes et qui sont pas à jour. Après, il faudrait définir qu'est-ce que veut dire rester à jour. Quoi. Technologie. Si on parle de tech, là, moi j'ai une petite recette que j'applique depuis que j'étais déçu de Facebook. Ça, c'était il y a longtemps. J'avais entraîné toute ma promotion d'école d'ingénieur dans Facebook, 2 ans après la création de Facebook. Ouais. J'étais responsable de l'informatique dans le bureau des élèves de ma promotion. Et puis donc, je l'avais tous mis dans Facebook. C'était génial. On a passé des années où il y avait que les universités dans Facebook et c'était absolument génial. Et au bout de 7-8 ans, j'étais un des premiers à partir de Facebook et pour le coup là, j'en ai pas fait une annonce sur la place publique. Quoi. J'ai juste enlevé mon compte puis j'ai observé ce qui se passait puis ma vie a changé plutôt pour le meilleur parce que à cette époque-là, 8 ans après, ça m'apportait pas grand-chose, voire rien. En tout cas, dans mon cas, j'avais d'autres moyens de rester en contact avec mes camarades de promotion qui étaient à l'étranger, quoi, ou tout le réseau que Facebook a créé d'ici là. Et puis, à la place, parce que quand il y a du vide, il y a toujours quelque chose qui peut se mettre en place. Hein. À la place, je me suis tourné plutôt vers des réseaux sociaux, si je pense vraiment aux réseaux sociaux, dans lesquels je peux retrouver mes intérêts. Alors moi, ce que j'adore pour rester à jour en termes de tech, c'est d'être subscribed au bon subreddit de Reddit, où là, si je suis intéressé, je vais prendre un sujet qui est pas complètement technologique, mais parfois quand même. Si je suis intéressé au Lego, je suis dans le subreddit Lego. Et du coup, je sais tout sur Lego. Et je sais, par exemple, que là, il y a un set de Lego qui vient de sortir, qui coûte $500 sur le Seigneur des Anneaux, Rivendell, et que celui-là, il me faut absolument. Et donc là, je suis à jour par rapport à qu'est-ce qui se passe. Et ça me demande peu d'efforts. Et j'ai tourné l'angle sur le réseau social en me disant, OK, plutôt que de recevoir une marée de choses, pourquoi pas de plus en plus choquantes, enfin, tu vois ce que je veux dire, je suis sur YouTube et puis je vais de vidéo en vidéo, je suis sur Facebook, pour garder mon attention sur TikTok, etc. Pour garder mon attention, je suis soumis à des contenus qui sont un peu clickbait, mais qui m'apprennent rien à la fin de la journée. Et plutôt que ça, je vais me dire, OK, moi j'aime bien le thème de X, le thème de Y, etc. Et là, Et tu suis cette thématique. Voilà. Et une partie du succès technologique de Taillot, il est dû à ça, parce que du coup, tu discutes avec des gens qui ont ce genre de problème que tu cherches à résoudre. Tu peux, naturellement, t'es enclin sur le subreddit de Lego de parler de tes problèmes de Lego. Et puis, du coup, tu as des gens qui sont très enthousiastes. Super users, voilà. T'as des gens qui sont vraiment experts. Voilà. Et donc, du coup, tu sais forcément des meilleurs parce que c'est des super users. Donc ça, c'est une recette que je souhaite à tout le monde et qui fait mon enthousiasme par rapport à certains réseaux sociaux, alors que je suis très critique par rapport aux masses social media, comme on l'entend en termes de un peu manipulation de l'information, de l'opinion, influence, etc. Ok. Ouais, alors pour nos éditeurs, si jamais Reddit, en gros, c'est un réseau social où on peut s'abonner par contenu thématique qui nous intéresse. Si on fait un parallèle, c'est un peu à l'époque comme un RSS feed ou un curateur de contenu, de choses qui nous plaisaient. Je sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'est un Reddit, mais j'ai aussi Reddit. S'il y a des choses qui vous intéressent, il parlait d'influence, donc là vous pouvez aller regarder The Social Network parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont passées qui étaient inquiétantes.
Et puis sinon, il y a aussi l'affaire GameStop que j'ai suivie sur Reddit. Je pense que tu l'as vu aussi. Elle est assez dingue. Donc si vous voulez aller regarder ça, c'est aussi sur Netflix, hyper intéressant. Et c'est parti de Reddit. Et ils ont, d'une façon ou d'une autre, fait crasher Wall Street. Et ça part de personnes finalement comme toi et moi dans un petit réseau social. D'où la puissance de Reddit. Wall Street Bets. Ouais. Exact. Yes. Si tu pouvais prodiguer un petit conseil ou un conseil finalement professionnel à un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, je dirais plutôt dans l'entrepreneuriat immobilier parce que pour l'immobilier c'est plutôt d'autres leviers comme l'Asvid d'ailleurs que je remercie pour nous avoir mis à disposition leurs locaux. Est-ce que tu as un conseil pour un petit jeune qui se lance? Je crois que tout le monde dit la même chose et je renforce le message que tout le monde dit, c'est-à-dire le conseil, c'est tu veux te lancer, lance-toi quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, lance-toi? Ça veut dire attends pas si tu sens que t'as pas de bonne raison de ne pas le faire sauf la peur. Mm-hmm. S'il y a que la peur, dis-toi ok vas-y lance-toi parce que sinon tu te diras quand tu seras vieux j'avais eu peur de me lancer alors du coup je suis resté dans un grand groupe à faire du reporting toute ma vie. Je prends un cliché de start-upper mais donc lance-toi et puis lance-toi dans tous les domaines. Tu sais pas faire du marketing, vas-y lance-toi. Tu sais pas faire un pitch, vas-y lance-toi. Mm-hmm. Et puis ça veut aussi dire lance-toi en termes de distribution. Ça, c'est peut-être quelque chose qui arrivait sur le tard pour moi. Oui. J'en parlais avec mes collègues en 2022 au lieu d'en parler en 2017. Lance-toi en termes de distribution. Crée une stratégie de distribution aussi puissante que la stratégie de ton produit. Moi, je suis un ingénieur, donc je suis câblé pour faire un truc qui est génial en termes de je suis un geek, quoi. Ouais. Si tu crées un produit qui est génial, mais que personne n'utilise, tu n'auras pas beaucoup de succès. Si tu crées un produit qui est bien, qui n'est pas encore génial, et que tu as trouvé comment le propager, on revient à cette notion de marketing, de notion de vraiment de canal de distribution. Oui. Lance-toi là-dedans. Voilà, tu sais pas comment le distribuer, mais lance-toi en disant, ok, quel est le but de la chose quand je me lance? C'est forcément qu'il y ait quelqu'un derrière, qu'il y ait un client derrière. Alors, il suffit, et c'est naturel, de se rappeler que, il faudra bien qu'il y ait un client derrière, il faudra bien qu'il y ait une transaction, il faudra bien qu'un jour, il y a des fonds qui transitent d'un portefeuille vers un autre portefeuille, que je puisse convaincre un investisseur, etc. Et donc, by doing, quoi. Voilà. Aussi. Ouais. C'est le fait de faire une somme d'erreurs, de nouveau, c'est ce que tout le monde dit toujours, mais j'en fais partie, je fais beaucoup d'erreurs, et du coup, j'espère que j'en apprends beaucoup. C'est le fait de faire toutes ces erreurs qui fait que t'es un peu moins naïf après. Et puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est de sortir quelque chose comme hypothèse, d'écouter qui a une réaction, et je suis pas en train de dire que j'ai raison, je suis en train d'écouter les réactions, et puis du coup je modifie un petit peu l'hypothèse demain, et puis je suis de moins en moins naïf par rapport à un sujet sur lequel j'étais complètement naïf au début, parce que je ne savais pas comment est-ce qu'on allait faire telle chose ou telle autre. Et du coup, si tu as l'humilité pour apprendre, et si tu as envie d'apprendre, moi j'adore apprendre, du coup, ça va bien se passer parce que t'as confiance en toi, t'avais envie de te lancer. Il y avait juste un peu cette peur au ventre, dire mais je sais pas faire cette chose, je sais pas les RH, un contrat de travail, comment je vais faire et tout. Naturellement, tu vas, si t'as envie d'apprendre, tu vas apprendre à le faire. Donc à la fin, c'est ce que dit tout le monde. Vas-y, jette-toi à l'eau, puis c'est comme ça que tu vas apprendre. Parce que celui qui va te dire que tu peux devenir entrepreneur en lisant le livre ou en regardant le film ou en étant même aux côtés d'un très bon entrepreneur, toutes ces trois choses-là ne font pas du tout un entrepreneur. Ouais. De nouveau pour m'être lancé aussi, il y a une chose moi qui me touche dans ce que tu dis et peut-être j'aimerais l'appuyer aussi. Alors l'écoute active et de se lancer, ça faut y aller. Mais moi, la peur, je vis avec. Et du coup, ça te développe un instinct de survie, comme tu me disais, faire les contrats de travail, même les trucs juridiques, même les trucs en fait qui me saoulent, pour être très honnête avec toi, ça m'intéresse pas. C'est du learning by doing. Et en fait, pour moi, il faut avoir peur dans une certaine mesure tous les jours, parce que en tout cas, pour moi, je sais pas si toi c'est pareil. Ça te débloque une sorte de vivre sans filet, un instinct de survie qui te fait que t'es obligé de te dépasser et que t'as plus le choix parce qu'il y a que toi qui vas nourrir ton frigo et pas un autre. Et je pense que si une personne veut se lancer mais qu'elle a peur, il faut qu'elle y aille.
Oui. Après, à ce que je mesure, je sais pas si tu me rejoins. Ouais, je trouve que c'est vraiment un point fondamental pour moi, c'est la peur. Il faut l'avoir. Oui, nous on a même trié moi je disais c'est pas bien de ne pas se lancer si t'as peur. En revanche, si t'as vraiment pas peur, alors là c'est pas un bon signe aussi, parce que ça veut dire que t'as pas compris ce qui va se passer. T'as compris la vie et généralement tu te casses les dents. Et puis aussi. Au bout de 2 ans, tu vas te dire ouh c'est un peu moi, je suis toujours pas sur la plage en train de bronzer. Quoi. Donc il faut avoir peur et puis il faut réussir à maîtriser ta peur. Quoi. Et à l'utiliser, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, à l'utiliser comme canal pour te faire avancer, pour te fouetter un petit peu, et puis te dire ok, là, je vais apprendre à reconnaître, à prendre un peu du recul. Moi, j'aime bien le stoïcisme pour ça. Je suis un mauvais stoïque, mais j'aimerais bien devenir un bon stoïque, quoi, pour pouvoir observer cette émotion, puis se dire ah tiens, qu'est-ce que ça m'apprend quand je vais pouvoir prendre du recul par rapport à ça, et puis observer cette peur, et puis un jour quand j'aurai un âge avancé, que j'aurai tout compris à la vie, pouvoir me dire ok, je me suis servi de cette peur pour vraiment m'améliorer même en tant qu'être humain. Ça dépasse même le cadre entrepreneurial, mais t'as une force très intense dans l'entreprise, dans l'acte d'entreprendre qui est ouais, effectivement drivé par la peur, par le fait que tu sais pas de quoi demain sera fait, parce que si tu savais parfaitement, probablement plus que tu t'en rendrais même pas, parce que tu te dis oula, non, trop dur. Donc ça c'est une réalité. Et le fait de découvrir de quoi demain est fait en étant surpris, c'est cool. Même si c'est dur, c'est cool. C'est cool. Je te rejoins complètement. Dernière question. Est-ce que tu aurais voulu que je te pose une autre question ? C'est une bonne question, mais non, là, on a abordé plein de sujets. Moi, je pense qu'il y a, si c'était d'autres questions, je me dirais, quel est le downside, tu vois? Qu'est-ce qui est dur dans le quotidien? Quand c'est que t'as vraiment douté, parce que ça dépend aussi de qui, à qui s'adresse le podcast. Mais si je pense à des gens qui ont envie de driver le changement, on est en train de leur dire, ouais, Tayo, c'est génial, vous avez une bonne image, il y a du succès, etc. 9 startups sur 10 plantent. Nous, on a la chance d'être sortis de cette zone de survie, mais ça s'est pas fait dans un long fleuve tranquille. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Et donc, je pense qu'on est souvent en train, nous, ce qu'on est enclin plus facilement à dire sur un réseau social, sur LinkedIn, quand je prends notre marketing à nous, c'est dire, regardez, on a fait tel truc génial. Et puis on communique certaines fois sur des petits, tu vois, genre fuck up night ou des trucs comme ça, mais on communique peut-être pas assez de quel a été l'impact et voilà, comment est-ce que tu as rencontré des situations qui sont pénible, et qu'est-ce que ça veut dire pénible, et comment est-ce que tu en as appris, etc. Et là c'est le sujet même d'un autre podcast dans 2 ans quand tu veux m'interviewer à nouveau, mais c'est vrai, ce genre de dimension est vraiment je pense intéressant pour aller creuser et pour se dire quels sont les lessons learned, particulièrement quand c'était pénible. C'est toujours facile de faire quand c'est facile, bien sûr, et la réalité c'est que c'est pas facile, et la réalité c'est que tu montres moins qu'est-ce qui n'est pas facile, parce que si tu es en train de parler uniquement de tes problèmes, au sens de ce qu'on disait tout à l'heure, t'es pas quelqu'un de positif, t'es quelqu'un de négatif, si tu parles que de tes problèmes. Alors du coup, sois positif, ok, mais il va t'arriver plein de trucs dans la tête, quoi. Faut relativiser. Tu vas galérer. Et donc, je pense qu'il y a des questions sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ça, ça serait un angle intéressant. Ok. Et du coup, par rapport à ça, donc, toi, quand tu as voulu construire ton produit, tu l'as construit comment par rapport à ces difficultés, dans le sens où on parle aussi de design sprint ou la méthodologie d'itération, où toi, tu as fonctionné comme ça ou pas du tout. Et puis, quand tu as eu ces points bloquants, finalement, comment tu as trouvé des solutions? Parce que c'est vrai ce que tu dis, tu as des gens qui s'arrêtent à pointer du doigt le problème, et la réalité, c'est qu'il faut trouver une solution. Donc, il faut arrêter de perdre du temps aussi là où il y a le problème, et peut-être qu'il faut passer à autre chose finalement, ou à une autre façon de faire. Et l'autre point, c'est que tu as beaucoup de personnes qui disent du mais, alors que moi, j'imagine qu'un entrepreneur doit être dans le et. C'est-à-dire que si on te dit mais, t'es fait pour être manager. Si on te pose une question, tu dis oui, mais pour moi, je pense que t'as une autre façon de voir les choses. Donc, par rapport à ce que toi, tu me dis des points qui étaient compliqués, toi, comment t'as construit ton produit, et quand t'as eu des points bloquants, comment t'as pu pivoter ou trouver une solution finalement? Ça, c'est
une chouette question parce qu'en plus c'est plutôt ma responsabilité chez Taillot qui est par exemple moins le marketing où là c'est plus Gilles ou l'acquisition de clients, etc. Et là moi je suis le constructeur, quoi. Hein. L'architecte. Comme j'aime bien les Lego, du coup c'est moi qui ai construit la plateforme et elle s'est construite par une somme d'erreurs comme on le disait tout à l'heure, quoi. Et donc effectivement on le fait avec la méthodologie agile. Ça c'était, je pense, obligatoire pour le software. C'est-à-dire, on fait un premier sprint, on va voir l'utilisateur, on regarde qu'est-ce qu'il veut nous dire. Des fois, il faut prendre, même souvent, il faut prendre avec une pincée de sel son avis quand c'est un avis isolé. Mais quand c'est l'avis général, par contre, alors là, c'est l'avis du marché. Et si tu le prends pas comme l'avis du marché, là, tu peux te prendre une grosse claque. Ouais. Donc, ça, il faut l'avoir, en être conscient. Et ça, je pense qu'on était déjà conscient. Mais par contre, ça veut pas dire, de nouveau, que c'est facile. Je vais prendre un cas actuel qui est encore pas réglé chez nous, quoi, à cette heure, où j'attends en ce moment la fin d'un chantier sur lequel j'ai une énorme frustration, des plus grosses frustrations que j'ai par rapport à notre produit, et sur lequel, en plus, j'ai choisi dans ce cas-là de pas ou très peu interférer. C'est-à-dire, j'ai confié à d'autres personnes, puis de nouveau, c'est ce qu'on dit souvent, quand c'est quelqu'un d'autre qui fait, au début, tu te dis, ça avancerait plus vite si je faisais moi. Pas facile de déléguer. Et ça, c'est une très mauvaise, c'est ce que tu entendras dans tous les podcasts de management ou tous les livres de management, c'est vraiment le mauvais calcul. Donc, j'espère qu'on est en train de faire le bon calcul en répartissant vraiment toutes les tâches. Mais là, on a un cas extrêmement frustrant. Tu vois, j'en ai gros sur le cœur, sur lequel on n'est toujours pas arrivé au bout, et que je suis pas satisfait. Je suis peut-être satisfait là cet après-midi. Hein. Donc là, tu vois, ça se compte en heures, mais je ne sais pas encore parce que ça s'est compté en mois et en semaines sur lesquels je voulais absolument qu'on accouche de quelque chose et qu'on n'y arrive pas pour l'instant. On le fait. On fait du mieux qu'on peut, mais pour l'instant on n'est pas au bout. Et puis moi je suis un peu, tu vois, je fais partie de ces entrepreneurs un peu bornés où tu peux dire ok, est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on n'a pas avancé, soit l'un soit l'autre. Et si t'avances pas, ça veut dire que tu recules, ça veut dire que tu vas mourir, quoi. Donc j'imprime un mouvement vers l'avant. Je suis pas tout seul dans l'entreprise, heureusement, parce que sinon, s'il y a que toi, là, t'es vite mort. Mais là, j'ai une énorme frustration. Et là, j'ai même pas vraiment encore la solution, tu vois. On est passé par un chantier qu'on a abordé pas forcément de la meilleure manière, y compris moi, même peut-être sûrement moi le premier. On n'est toujours pas sorti de l'auberge. On applique toutes les bonnes méthodes de la méthodologie agile, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec l'utilisateur, d'avoir des technologies qui sont adaptées pour faire ce qu'on veut faire. Donc, on a tous les facteurs, d'avoir des gens qui ont envie de faire aussi, parce que ça pour moi c'est tellement naturel pour développer le produit, que j'en parle même plus. Mais la réalité, c'est que on commence par des gens qui sont motivés, mais je pense que c'est ce que tu disais que laisse transparaître notre image. Puis j'espère que c'est vraiment ça la réalité de chez Taillot. Mais du coup, on a quand même un mur devant nous, alors à moins que ça soit réglé cet après-midi, comme je disais. Mais là, pour l'instant, moi, je suis devant un mur et là, je suis vraiment frustré, quoi. Et donc, mais si cet après-midi, la réponse elle est résolue, cool, c'est vendredi, vous allez boire des binges, en gros, caricature. Et si c'est pas le cas, du coup, tu rebondis comment pour trouver la solution? Qu'est-ce que tu vas faire si cet après-midi, t'as une mauvaise nouvelle? Mais ça, c'est une question géniale parce que je suis frustré, tu vois. Et puis tu me connais peut-être un petit peu, ou en tout cas certains qui écouteront le podcast me connaissent même parfois très très bien. Je sais pas si je suis équipé pour garder une frustration très longtemps sans que ça faire une action par rapport à ça. Et je pense que ça, en fait, c'est le driver de beaucoup d'entrepreneurs. C'est que, de nouveau, tu vas vers l'avant, quoi. Alors, si tu vois que tu recules, mécanisme de survie, tu vois. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand t'es face à la survie, c'est comme un animal blessé, tu vois. L'animal blessé, il va cavaler plus vite que l'animal qui est tranquille, qui a pris un petit bain dans la rivière, qui a bien mangé et tout, et du coup, je suis frustré de cette idée que j'ai, que pour l'instant on a
toujours pas avancé jusqu'à ce que je vois vraiment qu'on a réussi à escalader le mur ou à casser le mur. Ça dépend soit l'un soit l'autre. Ou contourner le mur, pourquoi pas. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu as fait aucune de ces trois choses, que tu as l'impression de reculer? J'ai pas de leçon parce que moi, je pense pas être... tu vois, tout le monde sait que du coup, moi, je vais vouloir bouger vers l'avant. On veut tous, dans l'entreprise, bouger vers l'avant. Et puis, c'est une situation où on n'a pas encore été satisfaisant. Il y a, par exemple, quelque chose qui est dans cette situation là actuelle, qui est comme tu vois, qui est intense pour moi, quoi. Hein. Eh ben, il y a comme c'est une situation qui a duré quand même plusieurs semaines, plusieurs mois même. Oui. Je me dis, c'est Einstein qui dit, c'est pas moi. Einstein m'a dit, la stupidité, c'est d'attendre un résultat différent quand on refait exactement la même chose N fois. Ouais. Et donc, quand tu dois changer quelque chose, tu dois changer quelque chose. Et j'espère avoir la capacité et avoir proposé à notre entreprise, même à nos clients, nos utilisateurs, d'être OK par rapport à du changement. Mais du coup, quand là, je suis au pied du mur, et puis j'ai changé tout ce que je pouvais par rapport à cette situation, et je suis toujours au pied du mur. Et donc, quand j'aurai réussi à franchir la difficulté, je pourrais te dire, ça laissera des traces, tu vois. Celle-là, en tout cas, je sais qu'elle va laisser une ou deux cicatrices, quoi. Mais je suis toujours au pied du mur. Et là, il y a une frustration. Le fait peut-être de le reconnaître, de pouvoir mettre un mot dessus, de pouvoir t'en ouvrir aussi un peu real world, tu vois, avec d'autres gens, ça peut peut-être t'aider. Et puis moi, j'ai tendance à m'ouvrir un petit peu moins justement de ce genre de situation-là. Mais ouais, pour l'instant, j'ai pas la solution. Donc c'est un excellent problème qu'est-ce qui va se passer, comment t'abordes quelque chose quand c'est vraiment une difficulté, quand c'est après que t'es plus dedans, tu vas dire tu vois, j'ai pu faire ça, et puis si t'as survécu, puis c'était mort, en fait, on t'interviewe dans le fait que t'es mort, et puis qu'est-ce que t'as appris de la mort du projet. Bien alors il y a déjà un cas qui est posé, final, et puis en plus tu vas parler de comment t'as appris, etc. Donc c'est un peu différent que quand t'es dans le projet, dans le problème, et que t'as pas encore une solution, et que tu vois pas le bout, tu vois, t'es frustré, et puis tu te dis j'ai tout essayé, quoi. J'ai tout essayé, mais j'ai la rage de vaincre. Elle va pas changer, cette rage. Non, mais de toute façon, tu m'enverras un WhatsApp cet après-midi. Enfin, si j'en reçois un, du coup, c'est que tu m'envoies un selfie avec ton équipe en train de boire 2-3 binges. Oui. Et puis, si je vois que j'en reçois pas, je t'enverrai juste la semaine prochaine le montage du podcast. Mais je suis sûr que ça va très bien se passer parce que de toute façon, vous êtes une super équipe. Et puis, vous allez de l'avant. Et puis, comme on peut le voir, c'est quand même une entreprise à succès. Donc, je me fais pas vraiment de soucis. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était hyper intense. Franchement, moi, j'ai adoré ce podcast. Alors, je vais voir si on va la faire en une ou en deux parties, parce que c'est vrai que c'était assez long, mais parce qu'on avait plein de choses à se dire. Donc, merci et bienvenue dans la communauté Real Insiders. Merci d'être venu. Merci. Et puis, merci à nos éditeurs de nous écouter. Et puis, si vous avez des questions, les gens peuvent aussi nous écrire en DM sur LinkedIn. Je mettrai votre site internet, etc. Et puis, on est ouvert à tout. Donc, merci Étienne. Et je me réjouis d'être cet après-midi pour voir si vous avez résolu votre problème ou pas. Et merci Joël pour l'invitation. Merci à toi.